Donc, bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, je suis Vitran, pharmacienne au CHU de Québec, puis coordonnatrice du service des médicaments en essais cliniques. Puis aujourd'hui, avec mon collègue Christian, on va essayer de démystifier le rôle du pharmacien en recherche clinique. Puis cette présentation-là, elle a été préparée dans le cadre de la Journée internationale de la recherche clinique. Donc, c'est une présentation en deux parties. La première partie, je vais vous parler du rôle du pharmacien dans le service des médicaments en essais cliniques ou SMEC. Puis, Christian va vous parler de la formation et l'implication du pharmacien en recherche clinique. Donc, qu'est-ce que c'est la recherche clinique? C'est la recherche sur des sujets humains pour évaluer l'efficacité d'un traitement, ses effets indésirables, sa vitesse d'absorption, son mode d'action. Donc, tous les médicaments qui sont des médicaments de recherche ou en essai clinique sont gérés dans le CHU de Québec par le département de pharmacie, plus spécifiquement par le SMEC ou le service des médicaments en essai clinique. Donc, au CHU de Québec, il y a 5 SMEC dans les domaines autres que l'oncologie, donc un par centre. Puis en oncologie, il y en a un dans tous les centres, sauf à Saint-François-d'Assise. Donc au total, par jour, on a dans les différents SMEC 6,3 pharmaciens qui travaillent, puis 5,4 assistants techniques en pharmacie ou ATP. On a aussi une agente de planification, de programmation et de recherche ou APPR, puis éventuellement, on va en avoir un deuxième. Donc, quelques statistiques. Au CHU de Québec, on a 193 essais cliniques à la pharmacie. Ça exclut l'oncologie pédiatrique. Là-dessus, il y a plus de 80 nouvelles études par année, puis 125 essais cliniques en oncologie. Donc, ça représente les 2/3 de nos études. Donc, on parle de plus de 7000 distributions de médicaments par année. La plupart sont des patients externes, donc par exemple les cliniques externes d'oncologie, de neurologie. On a aussi des patients hospitalisés, par exemple aux soins intensifs à l'Enfant Jésus. Si on regarde la répartition par centre, 42% des études sont à l'Hôtel-Dieu en oncologie. Si on continue en oncologie, on a Saint-Sacrement au Centre des maladies du sein, 15%, puis HEG Onco, 10%. Donc, ces trois centres-là ont les 2/3 des études. Ensuite, le CHUL, 12%, HEJ non-onco, 10%, Saint-François, 2%, puis HDQ non-onco, 9%. Si on regarde les différentes spécialités médicales, donc ici en neurologie, à l'Enfant Jésus, on a plus de 20 études. Ensuite, le CHUL, les maladies infectieuses et immunitaires, à peu près 16 études. On a aussi des études en radio-oncologie à l'HDQ, en néphrologie, puis aussi dans différents centres, on a quelques études en cardiologie, en ORL, puis aussi les soins intensifs à l'Enfant Jésus. Puis il y a quelques études chirurgie, gynécologie, ophtalmo à Saint-Sacrement, l'orthopédie, puis l'urologie. Donc les phases de développement du médicament, si on parle d'études chez l'animal, c'est les études précliniques. Ensuite, au niveau des essais cliniques, on a la phase 1, qui sont les premiers essais qui évaluent l'innocuité ou la sécurité d'un nouveau médicament chez un petit groupe de sujets humains volontaires, généralement en bonne santé. Donc, on parle d'un petit groupe de sujets sains. Ensuite, en phase 2, les essais cliniques qui vont évaluer l'efficacité du médicament chez moins d'une centaine de participants qui ont la maladie. Et ça va nous permettre à ce moment-là de définir les doses. Ensuite, en phase 3, on va confirmer l'efficacité du médicament, soit en le comparant à un placebo ou au traitement standard, mais c'est chez un plus grand nombre de participants, donc on parle d'environ de 100 à plusieurs milliers de sujets là, qui ont la maladie. Ensuite, on va soumettre aux autorités. Au Canada, c'est Santé Canada qui va décider de sa commercialisation ou non. Donc, post-commercialisation, on peut avoir des études de phase 4 qui vont nous permettre un suivi à long terme puis de détecter des effets indésirables, des complications rares et aussi des bénéfices supplémentaires. L'utilisation du placebo. Qu'est-ce qu'un placebo? C'est une substance qui a une apparence identique aux médicaments étudiés, mais qui ne contient pas d'ingrédients actifs. Donc, quand on parle d'un effet placebo, c'est un effet qui est subjectif, mais qui est réel, chez quelqu'un qui prend un placebo, mais à son insu, mais qui croit qu'il y a une efficacité. Donc, c'est un effet qui est reconnu là, depuis plusieurs années par les scientifiques, et c'est pour ça qu'on compare l'effet d'un nouveau médicament à l'effet placebo. Dans quel cas on peut avoir recours à un placebo dans un essai clinique? Par exemple, quand il n'y aurait pas de traitement standard, on pourrait donner à ce moment-là le nouveau médicament versus le placebo, ou si on ajoute à une thérapie standard. Le comité d'éthique de la recherche, le CER, c'est un comité qui a pour mandat de protéger les participants à la recherche, de veiller au respect de leur dignité, de leur sécurité, de leur bien-être et d'assurer le respect de leurs droits. Donc, tous les projets de recherche du CHU de Québec doivent être évalués par le comité d'éthique.
Le comité d'éthique évalue l'aspect scientifique, mais aussi l'aspect éthique. Donc, l'aspect éthique, on va regarder le protocole, mais beaucoup aussi le formulaire d'information et de consentement, qui est un feuillet d'information pour le participant, qui décrit bien l'étude, qui décrit la nature de la participation du sujet, qui décrit les traitements, les bras de traitement, la confidentialité, les risques associés à la participation à l'étude. Puis à la fin, il y a une feuille, une page de signature. Si le patient consent, il va signer et on va lui remettre une copie à ce moment-là. Donc le CER a le pouvoir d'approuver, de modifier, de refuser les projets de recherche. La composition du comité d'éthique, donc il doit avoir au moins 5 membres qui répondent aux critères suivants, donc deux experts scientifiques dont un pharmacien, un membre spécialisé en éthique, un membre spécialisé en droit, donc un avocat, puis un membre de la collectivité qui n'a aucune affiliation avec l'établissement. Donc, on parle de quelqu'un du public qui va regarder plus particulièrement le feuillet d'information et de consentement qui va s'assurer qu'il est compréhensible là, pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, la formation du pharmacien SMEC, c'est un pharmacien qui a une maîtrise en pharmacie d'hôpital ou en pharmacothérapie avancée ou un diplôme équivalent. Donc, tout d'abord, les pharmaciens SMEC vont avoir une formation réglementaire. Ils vont se former sur des normes qui régissent la recherche clinique, soit au niveau du centre de recherche, des bonnes pratiques cliniques ou de la division 5 de Santé Canada. On travaille présentement sur des procédures internes au niveau du département de pharmacie. On est en réorganisation puis en harmonisation. Donc, on travaille sur des procédures tant au niveau des responsabilités de chacun, des responsabilités de chacun, des réceptions de médicaments, des destructions, du contrôle de la température, par exemple. Les pharmaciens vont ensuite se former spécifiquement sur chaque protocole de recherche par une documentation interne qu'on appelle le résumé d'implication. On a les agents de planification, de programmation et de recherche qui nous aident, donc ils vont nous préparer un résumé, une implication à partir du protocole de recherche, de la brochure de l'investigateur, qui est une monographie de produit pour un produit qui n'est pas commercialisé, puis le manuel de pharmacie s'il est disponible. Donc, les APPR les préparent, puis ils sont validés par les pharmaciens. Une fois qu'on est formé, on va signer un registre de formation. C'est les compagnies pharmaceutiques s'assurent que les gens sont formés en ayant signé le registre de formation avant d'accomplir toute tâche sur un projet de recherche. Donc, qu'est-ce que c'est le rôle du pharmacien SMEC en général? C'est de s'assurer d'une gestion sûre et efficace des médicaments utilisés dans le cadre d'un essai clinique. C'est de veiller à la bonne compréhension du participant des informations qui sont données sur le produit de recherche, puis superviser le personnel de la pharmacie SMEC, tant les ATP que les APPR. Donc, concrètement, le pharmacien SMEC est impliqué en tout début d'étude au niveau de l'entente entre le département de pharmacie et le chercheur principal. Donc, on va évaluer les coûts pour la pharmacie. Donc, les coûts vont varier selon la complexité du projet de recherche. Par exemple, pour un projet de recherche où les médicaments sont pris par la bouche ou PEROS, ça va être moins complexe que pour un projet de recherche avec des médicaments injectables qui doivent être préparés le soit stériles. Donc, on va évaluer, il y a des frais fixes pour préparer nos procédures internes, des frais de préparation et de distribution de la médication, des frais de gestion d'inventaire aussi, puis des frais, par exemple, pour un service de garde pour un pharmacien en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie SMEC, que ça peut arriver aussi. Donc, les pharmaciens sont impliqués au niveau de la visite d'initiation avec la PPR. Donc, c'est une visite où les compagnies pharmaceutiques vont venir expliquer au groupe de recherche le protocole. Ensuite, je vous ai parlé de la validation de la documentation interne, donc du résumé d'implication. On va travailler aussi au niveau de l'ordonnance pharmaceutique. Donc, les ordonnances sont toutes dans le GDF maintenant. On a travaillé fort dans la dernière année pour qu'elles le soient, pour les projets de recherche où il y a encore du recrutement. Ensuite, les médicaments vont être pilotés dans notre système informatique en pharmacie qui est GESFAR. Donc, ça permet de pouvoir traiter les médicaments de façon standard d'un patient à l'autre, que les mêmes commentaires apparaissent par rapport à, par exemple, à la stabilité du produit, mais aussi que les recettes soient conformes avec le protocole. La formation du personnel, donc les pharmaciens se forment sur les projets, mais aussi il y a les assistants techniques qui sont formés. Puis on peut répondre aussi aux questions des assistants techniques par rapport au projet de recherche. Le contrôle de la température, c'est un aspect qui est très, très important à surveiller. Donc, les compagnies pharmaceutiques veulent s'assurer que les médicaments sont conservés dans des conditions de température adéquates. Donc, on est aussi impliqué là-dedans avec les ATP.
Au niveau des interactions médicamenteuses, donc c'est quelque chose que les pharmaciens vont vérifier. Donc, en début d'étude, avant un recrutement, les infirmières de recherche vont envoyer la liste des médicaments que le patient prend à la maison. Puis, on va vérifier si les médicaments sont permis ou interdits là, au protocole. La randomisation des patients, donc randomisation, c'est-à-dire une attribution au hasard du groupe de traitement. Donc, ça se fait souvent par un système automatisé, soit par téléphone ou par Internet. Donc, les infirmières vont entrer les données sur le patient dans le système, puis il y a des numéros qui vont être attribués. Puis quand on parle d'études à double insu, donc quand le groupe de recherche ne connaît pas le traitement, le médecin, le pharmacien et le patient non plus. Donc, la façon de fonctionner pour pouvoir savoir quel médicament distribuer au patient, c'est par les numéros qui sont inscrits sur les bouteilles. Les bouteilles sont toutes identiques, donc on ne sait pas à ce moment-là si on donne le médicament ou le placebo, par exemple. Les pharmaciens sont impliqués au niveau de la supervision de la préparation et de la distribution du médicament à l'étude. Il y a des registres de distribution et d'inventaire qui sont à compléter. On participe aussi à l'enseignement aux patients, donc un conseil qui est fait aux patients pour lui expliquer comment prendre la médication, la posologie, la dose, les particularités, quoi faire en cas d'oubli. Puis on dit toujours aux patients de recherche de rapporter toutes les bouteilles, de ne rien jeter. Ensuite, particulièrement en oncologie, les pharmaciens participent beaucoup au suivi des effets indésirables. Les compagnies pharmaceutiques viennent régulièrement vérifier si tout ce qu'ils ont envoyé, tout ce qui a été servi, tout ce qui est retourné ou qui est en inventaire, tout ça doit balancer. Donc, ils viennent pour des visites de monitoring. Les pharmaciens sont aussi impliqués au niveau des commandes et des réceptions de médicaments. Donc, c'est des commandes et des réceptions de médicaments qui sont vraiment indépendantes des commandes des médicaments réguliers de la pharmacie. Donc, ça se fait par le système automatisé dont je vous ai parlé. Quand il y a des distributions qui sont faites, à ce moment-là, il y a des commandes automatiques qui sont générées. Et quand on reçoit la médication, on doit à ce moment-là confirmer qu'on les a reçues dans ce système-là. Les pharmaciens sont aussi impliqués au niveau des destructions et des retours de médicaments avec les assistants techniques. Donc, on détruit aucun médicament avant d'avoir la confirmation écrite de la compagnie. Puis, il y a certaines compagnies qui préfèrent ne pas les détruire sur place, mais plutôt les retourner. La levée de l'aveugle, comment ça fonctionne si en cas d'urgence, on a besoin de savoir dans quel groupe de traitement est le patient. Bien, souvent, ça fonctionne par le système automatisé. Donc, le médecin peut appeler à ce moment-là pour connaître le groupe de traitement. Il y a aussi des systèmes d'enveloppe qui peuvent exister. Maintenant, c'est plus par système automatisé, mais on peut aussi fonctionner par enveloppe scellée où l'enveloppe peut être décachetée là, si besoin. À la fin d'une étude, il y a des visites de fermeture. Donc, les compagnies s'assurent qu'on a tous les documents qui sont requis, puis qui vont être conservés pour une durée de 25 ans. C'est une exigence de Santé Canada. Donc, présentement, on travaille sur un projet de centralisation des SMIC. C'est un projet qui est pour les essais cliniques qui sont en non-onco, donc dans toutes les autres spécialités autres que l'onco. Donc, on avait des pharmaciens dans les SMIC non-onco, mais on n'avait pas un nombre suffisant de patients pour avoir des pharmaciens à temps plein, des assistants techniques à temps plein. Donc, ce qui a été décidé, c'est que le pharmacien serait centralisé au CHUL, donc un pharmacien qui est disponible en tout temps, là, 2 jours la semaine. Puis, les médicaments demeurent dans les sites avec les assistants techniques. Donc, les assistants techniques vont les préparer. Puis, ensuite, ils vont prendre des photos par caméra. Donc, les caméras, c'est les mêmes caméras qu'on utilise soit stériles, qui permettent de prendre vraiment des photos précises, des numéros de médicaments attribués, des numéros de lot, d'expiration. Puis ensuite, à distance, les pharmaciens vont les vérifier. Si les rencontres, on va les rencontrer les pharmaciens rencontrent les patients à la première visite, donc pour faire l'enseignement, puis ensuite à la deuxième visite pour faire un suivi, voir si le patient prend bien ses médicaments, et ça se fait par Skype, par soit des tablettes ou des portables. Jusqu'à maintenant, on a centralisé 2 sites, l'Hôtel-Dieu de Québec et l'Enfant Jésus. Puis ça va bien. On a eu quelques problèmes techniques, mais ça s'améliore. Puis à venir, Saint-François, le CHUL et Saint-Sacrement. Donc, je vais céder la parole à Christian, qui va vous parler de la formation et l'implication du pharmacien en recherche clinique. Merci, Yvi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christian Héroux. Je suis ici parce que je suis nouvellement coordonnateur des activités de recherche clinique pour le département de pharmacie.
C'est un poste qui n'existait pas jusqu'à il y a quelques mois, donc on est au début de quelque chose. Puis ça correspond là, à environ 1 jour par semaine d'investissement de temps, mais c'est un pas dans la bonne direction là, qu'a fait le département de pharmacie récemment. En dehors de ça, je travaille à plus qu'1 jour semaine, donc je suis pharmacien clinicien à la clinique externe de neurologie pédiatrique et de fibrose kystique pédiatrique. Donc vous allez voir, ça va teinter un peu ce que je vais vous présenter. Donc, pour les gens qui ne sont pas pharmaciens dans la salle, je fais un bref retour sur la formation du pharmacien puis qu'est-ce qui mène à la pratique en recherche clinique là, pour les pharmaciens d'hôpital. Donc, le niveau de base pour un pharmacien au Québec, c'est maintenant un doctorat de premier cycle. C'est depuis 5 à 6 ans, c'est passé d'un baccalauréat à un doctorat de premier cycle. C'est vraiment un diplôme qui est destiné à la pratique en pharmacie communautaire. Il est possible de faire un petit volet qui touche à la recherche là, pendant ces études-là. Par contre, c'est pas nécessairement là, la mission première là, de cette formation-là. Donc, c'est un diplôme qui dure 4 ans. Ensuite de ça, la majorité des pharmaciens d'hôpitaux, puis la totalité là, dans les CHU au Québec principalement, ont une maîtrise en pharmacothérapie avancée ou une maîtrise en pharmacie d'hôpital qui était l'ancienne appellation. Donc, c'est un diplôme qui est de 2e cycle, c'est une maîtrise qui va se dérouler sur 16 mois et pendant laquelle le pharmacien va apprendre à faire des projets de recherche clinique. Donc, la façon que ça se déroule, c'est qu'à son arrivée en milieu hospitalier, donc le résident va passer, le résident ou le candidat à la maîtrise va passer 1 an dans un hôpital. À son arrivée, on va lui confier un projet de recherche qui a été identifié par un pharmacien-chercheur. Et donc, le résident va devoir, seul ou en équipe, réaliser l'écriture du protocole de recherche, faire aussi la collecte de données, l'analyse des données, puis finalement rédiger là, un article de fin d'étude là, qui va généralement, on va essayer de le soumettre pour publication dans une bonne proportion des cas. Donc, les activités de recherche, le projet de recherche du résident en pharmacie vont se dérouler sur une période d'1 an, donc il y a quand même certaines contraintes, ce qui fait qu'il nous reste environ 1 à 2 mois pour effectuer la collecte de données, pour être capable d'en plus rédiger le protocole et faire l'analyse des données. Donc, vous allez voir, ça influence quand même grandement là, les devis qu'on peut réaliser là, à l'intérieur de ces projets-là. Donc, je vous présente quelques statistiques puis un peu la description des projets qu'on a fait au courant des dernières années. Donc, depuis 2013, on a mené à terme 81 projets de recherche là, par des résidents en pharmacie. Donc, c'est quand même pas banal. On a environ une vingtaine de résidents en pharmacie qui débarquent dans nos milieux à chaque année. Donc, c'est vraiment une main-d'œuvre très précieuse pour réaliser ces projets-là. Principalement, c'est des analyses descriptives qu'on va faire, puis la majorité des projets de recherche vont être des études rétrospectives. Comme je le disais, on a une collecte de données qui va durer au maximum 2 mois. Donc, c'est difficile d'enrôler beaucoup de patients dans un devis prospectif quand on a seulement 2 mois d'observation et de faire les observations dans le suivi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va souvent retourner en rétrospectif dans les dossiers des patients, puis on peut étudier des périodes beaucoup plus longues dans le temps. Les types d'études qu'on réalise, on fait beaucoup d'évaluations des pratiques. Souvent, c'est des comparaisons entre des pratiques différentes de 2 équipes, soit basées dans le même site ou dans des sites différents. Donc, des remises en question, puis basées sur les résultats, on va souvent choisir une de ces 2 pratiques-là. Ensuite de ça, on fait des analyses de niveau de respect des lignes directrices. Donc, il y a des pratiques en santé qui sont très bien encadrées par des lignes directrices. Comme vous le savez, souvent, ce qu'on va faire, c'est aller voir à quel point on respecte ces lignes directrices-là. Je vais vous donner un exemple dans les prochaines minutes. On va faire aussi des revues d'utilisation de médicaments. Donc, on a des médicaments qui sont à potentiel d'effets indésirables notables. On a des médicaments qui ont des indications limitées quand ils arrivent sur le marché, mais qu'à l'utilisation, on varie plus les indications. Donc, souvent, on va faire des analyses de ces nouvelles indications-là. Ou souvent, c'est des molécules aussi qui arrivent sur le marché et qui coûtent très cher. Donc, on a un besoin de suivre ces molécules-là à travers leur utilisation pour s'assurer que c'est une utilisation qui est optimale. On va faire aussi des études de pharmacovigilance.
Bon, vous le savez, il y a des études de pharmacovigilance pré-commercialisation. Par contre, c'est chez des populations bien définies en fonction des indications cliniques officielles reconnues par Santé Canada. Mais souvent, quand ça arrive sur le marché, on va commencer à utiliser ces molécules-là chez des populations pour lesquelles c'était pas prévu ou pour qui on n'a pas de données de pharmacovigilance. La pédiatrie, c'est un bon exemple de ça. Souvent, c'est des molécules qui sont approuvées officiellement seulement pour utilisation chez l'adulte. Mais bon, souvent, on n'a pas d'alternative indiquée pour l'enfant, donc on va prendre ce qu'on connaît de l'adulte, l'utiliser chez l'enfant. Par contre, on n'a pas de données de pharmacovigilance, donc on doit faire un suivi de ces utilisations-là. Et donc, on peut faire facilement des études de pharmacovigilance chez cette population-là. Puis, il y a aussi tout ce qui est le thème de l'adhésion au traitement, qui est un thème qui est souvent étudié par les pharmaciens parce que, bon, on est soucieux d'utiliser le bon médicament de la bonne manière, mais on veut aussi que les patients les prennent et les prennent de la bonne façon. On sait que ça a un impact direct sur l'efficacité des traitements, donc c'est ce qui fait qu'on va étudier souvent l'adhésion au traitement. Un peu comme Vie l'a fait tout à l'heure, je vous présente les projets de recherche qu'on mène par spécialité médicale. Donc, vous noterez qu'on a 3 champions. On a l'anticoagulothérapie, l'infectiologie et l'oncologie. Donc, c'est 3 champs d'expertise où il y a des structures en place au sein du département de pharmacie. On a des sous-comités du comité de pharmacologie en anticoagulothérapie et en oncologie. Donc, c'est des groupes de travail qui se réunissent régulièrement et qui vont justement générer des idées de projets de recherche en lien avec leurs problématiques cliniques. En infectiologie, on a un comité qui relève du CMDP, qui est le comité de surveillance de l'utilisation des antibiotiques. Donc, il y a beaucoup de temps qui est investi pharmacien dans ces spécialités médicales-là et donc il en découle beaucoup de projets de recherche. Il y a aussi des initiatives un peu plus individuelles ou des petits groupes qui vont faire des projets de recherche là, quasi annuellement. Donc, vous voyez la cardiologie, la chirurgie, la neurologie aussi. Neurologie, on se partage le CHUL et donc la neurologie pédiatrique et la neurologie ici à HEJ. Donc, bon an, mal an, il y a pas mal toujours un projet de recherche au moins en neurologie. Donc, je vous donne des exemples de réalisation de résidents en pharmacie. Je vais passer rapidement sur les résultats, mais c'est plus pour vous donner une idée de quelle forme ça peut prendre un projet de résidence mené par un résident. Donc, premier projet, c'est une étude qu'on a fait l'année dernière du traitement du status épilepticus en pédiatrie, une description de la pharmacothérapie une fois la première ligne passée. Donc, vous êtes probablement familier un peu avec la première ligne de traitement. Dans le cas de status épilepticus, on va utiliser des benzodiazépines. Donc, ça, on pense que c'est bien fait. Donc, on a décidé de commencer tout de suite nos observations. Oui, on regardait la première ligne, mais on voulait voir qu'est-ce qui se passait à la 2e, 3e, jusqu'à la 6e ligne de traitement. Quelles molécules on utilisait et de quelle façon on les utilisait. Donc, ce qu'on a remarqué, en fait, ce que vous avez dans le haut de l'écran, c'est le temps d'initiation des médicaments suite à l'arrivée à l'urgence des patients. Donc, on commence normalement la première ligne de traitement dans les 6 premières minutes, ce qui est excellent, c'est conforme aux recommandations. Par contre, ce que je dois mentionner, c'est que ces patients-là étaient en convulsion depuis une médiane de 44 minutes à leur arrivée à l'hôpital, donc ça fait quand même très long, mais bon, c'est pour la portion hospitalière, on ne pourrait pas vraiment faire mieux que 6 minutes après leur arrivée. Ensuite de ça, ce que vous avez dans le bas à gauche, c'est le choix de la molécule en fonction des lignes de traitement. Donc, en première ligne, on a essentiellement des benzodiazépines, comme je le disais. En deuxième ligne, on a de la phénitoïne, donc c'est quelque chose qu'on s'attendait à avoir et on voit tout de suite à partir de la 3e ligne où il y a beaucoup moins de clarté dans les recommandations, mais c'est très, très varié là, comme utilisation de médicaments. Tout à l'heure, je vous parlais de valider notre conformité aux lignes directrices en vigueur, donc c'est ce qu'on a fait. On a comparé notre utilisation des médicaments, donc le choix de la molécule et la dose utilisée aux recommandations de la Société canadienne de pédiatrie. Donc, vous voyez ici, dans la première ligne de traitement, on a essentiellement là, des benzodiazépines, donc on rencontre le bon choix de molécule. Par contre, on a environ 25% de doses qui sont conformes aux recommandations. Ce qu'on a observé, c'est peut-être ce que vous voyez ici aussi à l'Enfant Jésus, c'est que les gens vont donner des doses qui sont en général plus faibles que ce qui est recommandé dans la littérature. Donc, pour plein de raisons, souvent c'est par crainte des effets secondaires. Donc ça, c'est une cible sur laquelle on est présentement en train d'intervenir auprès des prescripteurs au CHUL pour leur rappeler justement les lignes directrices. Donc ça, c'est un exemple de projet de recherche qu'une résidente a fait l'année dernière.
Je vous en montre un deuxième parce qu'il est très différent au niveau de son devis. C'est une description des connaissances relatives à la médication chez la clientèle visitant la clinique pédiatrique de fibrose kystique du CHUL. Donc, la fibrose kystique, on sait que c'est une maladie qui est génétique, qui est héréditaire. Donc, les patients vont être généralement diagnostiqués dans les premiers mois de vie et vont présenter des manifestations tout au long de leur vie, vont prendre beaucoup de médicaments. Notre population pédiatrique au CHUL reçoit en moyenne 8 médicaments par jour. Et donc, c'est 8 médicaments différents, mais on parle environ 6 moments différents de prise de médicaments à chaque jour et à peu près 1 heure de traitement respiratoire matin et soir, en plus de la physiothérapie. Donc, vous comprenez que c'est une pharmacothérapie qui est très, très intense. Ça fait partie de leur vie. Ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que leur niveau de connaissance par rapport à ces médicaments-là est satisfaisant? Donc, on a créé un examen pour les patients et pour leurs parents. Donc, les patients qui avaient 12 ans et plus pouvaient participer à l'étude. Donc, c'est les 12 à 17 ans et les parents, peu importe l'âge de l'enfant, pouvaient répondre. Donc, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que l'enseignement qu'on fait est justement suffisant pour mener à une bonne utilisation des médicaments. Donc, le résultat de notre fameux examen, chez les patients, on parle de 65% de réussite à l'examen, en fait de 65% de note globale, puis chez les parents, on parle de 75%. Donc, on a regardé au niveau de l'âge des patients, est-ce que les patients sont meilleurs lorsqu'ils sont à 17 ans par rapport à 12 ans? Donc, il n'y a pas d'évolution dans nos résultats. Vraiment, tous les patients sont à peu près à 65%, ce qui est un peu inquiétant parce qu'à leur 18e anniversaire, ils vont changer de clinique, s'en aller dans une structure de médecine adulte à l'IUCPQ. On voudrait mieux les préparer que ça. Et pour ce qui est des parents, on a quand même 75%. On est un petit peu ambivalent à savoir est-ce que c'est bon ou est-ce que... Moi, je crois qu'il y a personnellement place à amélioration. On a essayé de voir aussi à quel endroit les connaissances sont les moins bonnes ou chez qui on devrait agir en premier lieu. Donc, pour ce qui est des patients comme tel, on a stratifié garçons versus filles. Donc, on s'attendait un petit peu à ça. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les filles performent mieux que les garçons. Donc, on a Aux examens. Non, c'est ça, aux examens. Donc, les filles ont obtenu 74%, alors que les garçons n'ont pas eu la note de passage, si on veut. Donc, il faut mettre des énergies chez les garçons. Autre chose, on a regardé en fonction des classes de médicaments. On s'est rendu compte que même si les antibiotiques, ça fait vraiment partie de leur traitement tout au long de leur vie, il y a des faiblesses au niveau des connaissances, l'indication de prendre des antibiotiques, puis combien de temps on doit les prendre, c'est quoi les objectifs. Donc, on a ciblé des endroits où on peut intervenir comme pharmacien en rencontrant ces patients-là. Donc ça, c'était des exemples de projets menés par des résidents en pharmacie sous supervision de pharmaciens. Maintenant, je vous parle brièvement de la recherche initiée et menée par le pharmacien. Donc, il y a beaucoup de défis et d'enjeux là-dedans. Les pharmaciens qui sont dans la salle pourront en témoigner. En fait, de faire de la recherche comme pharmacien, c'est une belle opportunité d'aller répondre objectivement à des questionnements de tous les jours et principalement des questionnements qui ne peuvent pas être répondus par des projets de résidence pour raisons X comme justement la durée de l'étude, la durée de la période d'observation. Par contre, présentement, on est vraiment à l'étape de s'organiser. On a généralement fait nos projets de recherche dans le passé sans financement, donc vraiment à coût nul. En fait, c'est le cas dans pas mal tous les projets de résidence et c'est rare là, qu'on fait des demandes de subventions comme pharmacien. Par contre, ça tend à changer, mais on ne connaissait pas nécessairement bien les sources de financement. On travaille là-dessus actuellement. Ensuite de ça, la gestion du temps. La profession de pharmacien d'établissement de santé, c'est une profession qui est en pénurie depuis aussi loin que je me souvienne et probablement avant mon arrivée dans le métier, là. Donc, on a du mal à couvrir les besoins cliniques sur les unités de soins. Alors, on n'est pas encore rendu à l'étape où on va avoir des libérations ou de l'affectation de recherche dans nos tâches quotidiennes. Donc, ce qui fait que la recherche menée par le pharmacien, mais généralement, c'est reconnu comme des temps libres. Alors, il y en a qui font du sport, d'autres qui font de la recherche clinique, puis quand on essaie de faire les deux, c'est très compliqué.
On est encore à l'étape de se faire connaître. On pense que c'est important, le réseautage dans la recherche clinique. C'est un peu aussi la raison pour laquelle on fait cette semaine une tournée des sites. On croit qu'il faut discuter, rentrer en contact avec les autres personnes qui font de la recherche, se faire connaître. Puis, on est à établir des partenariats. On en a un d'ailleurs depuis environ 1 an avec la plateforme de recherche clinique du CHU de Québec qui nous aide au niveau de la conception des devis puis des analyses statistiques principalement, mais ça peut être sous toute autre forme aussi. Donc, on est vraiment à la période de faire tomber des barrières et c'est pour ça qu'il y a maintenant du temps de coordination de la recherche clinique. Je vous présente un exemple de quoi ça peut avoir l'air un projet de recherche mené par un pharmacien. C'est très différent des projets de recherche qui sont encadrés par les services des médicaments d'essai clinique. En fait, on utilise rarement des médicaments pour mener nos projets de recherche. On va plus faire des observations de leur utilisation. Je vous présente ici un projet que j'ai commencé à mener avec des collègues dernièrement. Donc, c'est une évaluation des effets indésirables liés aux anticonvulsivants dans l'épilepsie pédiatrique. En fait, ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'il y a le tiers des enfants atteints d'épilepsie, donc qui prennent des anticonvulsivants, qui vont présenter des effets indésirables majeurs aux médicaments. Quand j'entends majeurs, je veux dire qu'ils ont un impact important sur la qualité de vie, qui vont aussi menacer probablement l'adhésion au traitement, puis éventuellement l'efficacité du traitement. Donc, on n'a pas de mesure objective des effets indésirables actuellement dans notre pratique, donc on a commencé à chercher des outils, tout ça, et on a trouvé un formulaire qui existe d'évaluation des effets indésirables. Par contre, il est en anglais. Là, vous allez me dire, on aurait pu le traduire tout simplement et l'utiliser. On comprend bien l'anglais, c'est pas sorcier. Par contre, ce questionnaire-là a été validé pour utilisation dans sa forme originale, ce qu'on ne fera pas si on fait seulement le traduire en français. Et si on le traduisait tout le monde, ici, on aurait toutes des versions différentes. Donc, laquelle serait la meilleure, difficile à dire. Donc, on a décidé de le traduire et de le valider. Donc, c'est pour vous donner une idée de ce à quoi a l'air le questionnaire. C'est vraiment des cases à cocher. On a des effets indésirables à gauche, puis on coche là, le niveau de présence de chacun de ces effets-là. Donc, l'objectif de traduire et de valider ce questionnaire-là, peut-être que le traduire aurait été assez pour l'utiliser en clinique. Comme je le disais, il aurait peut-être été un peu moins performant, mais ça aurait pu être acceptable quand même. Par contre, on veut aussi l'utiliser éventuellement pour évaluer des pratiques, notamment l'utilisation de nouvelles molécules en épilepsie chez l'enfant pour lesquelles il existe à peu près pas de données de pharmacovigilance. Donc, ce qu'on a fait, en fait, cette recherche-là, je l'amène principalement avec Geneviève Laflamme, qui est aussi pharmacienne en neurologie pédiatrique avec moi. Et on est allé chercher des collaborateurs parce que vous allez voir, le devis ressemble pas vraiment à ce qu'on fait normalement comme projet de recherche. Donc, on a Dr Isabelle Laverdière, qui est pharmacienne, qui travaille au centre de recherche au CHU de Québec. On a Dr Sophie Lausier, qui est épidémiologiste, qui va amener un apport tout à fait différent dans ce projet de recherche-là. On a aussi Dr Diego Morita qui travaille à l'hôpital de Cincinnati pour enfants, qui est concepteur de la version originale. Donc, on l'a rencontré en congrès, on a établi un partenariat avec lui, tout à fait d'accord pour embarquer, puis il va collaborer sur notre groupe de travail. On a aussi fait une demande de bourse à la Fondation du CHU de Québec à l'automne dernier. Donc ça, retenez que ça existe pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. C'est des bourses d'environ 5 000 $ qui sont attribuées à l'automne et c'est relativement simple de faire une demande de financement. Donc, puis le département de pharmacie a fait des demandes pour la première fois l'année dernière et en 2 demandes, on a obtenu 2 bourses. Donc, je vous encourage fortement à faire la même chose si jamais ça peut vous intéresser. Donc, les phases du projet. Présentement, on est dans la phase 1, qui est la traduction du questionnaire. Donc, on a pris la version originale anglaise. On a demandé à 3 traducteurs de langue maternelle française de nous en faire des copies françaises. Ensuite de ça, on va réunir un groupe de travail, des collaborateurs avec une traductrice, et on va faire une conciliation de ces 3 traductions-là. Ensuite, on prend cette version française-là, on la fait traduire par 2 traducteurs de langue maternelle anglaise vers l'anglais. On fait une conciliation de ces versions-là et on les compare à la version originale. On prend cette version-là, en fait, on prend la version française si toutes ces étapes-là sont cohérentes. Donc, on prend notre version française unifiée et on va faire des entrevues cognitives auprès d'une dizaine de patients. On regarde les problématiques, on met à jour notre questionnaire en français, on repasse ça à 10 autres patients
dans les entrevues cognitives et on va le faire ainsi de suite tant et aussi longtemps qu'on va avoir des modifications majeures à apporter après nos entrevues cognitives. Une fois que ça sera fait, on va utiliser notre questionnaire chez environ 200 patients pour aller voir si on est capable de reproduire les résultats de l'étude originale, puis est-ce qu'on identifie les effets indésirables qu'on s'attendrait à identifier, par exemple les effets psychiatriques du Keppra, les effets sédatifs des benzodiazépines, ce genre de trucs-là, est-ce qu'on est capable de les attraper avec notre questionnaire? Donc, c'est un processus qui va se dérouler sur 2 ans. Puis, on est assez familiarisé, comme je le dis, c'est pas un type de projet qu'on a fait souvent. On se familiarise avec, présentement, on apprend comment sortir l'argent, comment faire trouver des collaborateurs au niveau de la traduction et tout ça. C'est des choses qu'on n'avait jamais vraiment faites dans le passé. Donc, c'est un exemple de projet. Il y en a d'autres qui sont en cours par d'autres pharmaciens, mais je trouvais que c'était intéressant de donner un exemple un petit peu plus précis. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, là, peu importe sur la première ou la deuxième partie de la présentation. Donc, j'espère que ça vous donne un bon aperçu de ce que le pharmacien peut faire comme en recherche clinique. Bien, merci beaucoup. Merci.